Un homme seul voulait simplement aider, mais ce petit geste a changé à jamais la vie de 7 enfants et la sienne. Il s'était simplement arrêté au milieu d'une tempête de neige, avait ouvert la portière de son camion et proposé de prendre à bord une famille de 7 inconnus. Ce qui s'est passé ensuite a balayé la poussière qui recouvrait le cœur de tous ceux qui ont été témoins de cette scène, peut-être même le vôtre. Si les histoires de courage discret, de seconde chance et des miracles que l'amour peut accomplir vous touchent, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire qui restera gravée dans votre mémoire. Laissez-moi vous ramener à cette nuit où le vent s'est arrêté et où le monde a changé en silence. Jack Morrell ne voulait pas prendre le long chemin pour rentrer chez lui ce soir-là. Le vent hivernal avait soufflé toute la journée, agité, comme s'il essayait de déchirer les coutures de la petite ville de Brémont, en Provence. Le ciel au-dessus des collines commençait à s'assombrir, gonflé par le crépuscule, lorsque Jack quitta la route principale au volant de sa Chevrolet Silverado rouillée pour emprunter la ruelle plus calme qui serpentait derrière la vieille station-service. Il aimait le silence. Après avoir perdu sa femme et son fils 3 ans plus tôt, le silence lui semblait plus sûr que la plupart des gens. Mais ce soir-là, le silence fut rompu. Il les vit avant même que ses pneus cessent de crisser sur le gravier. Une femme, jeune, trop jeune pour porter une telle fatigue sur son visage, était agenouillée au bord de la route, les bras protecteurs autour d'une petite fille immobile. Autour d'elle se tenaient 6 autres enfants, dos au vent, trop maigres, les yeux creux. Ils ne pleuraient pas, ils ne tremblaient même pas. Ils se tenaient simplement là, face au monde, comme si celui-ci avait depuis longtemps cessé d'être bienveillant. Le pied de Jack bougea avant son esprit. La porte s'ouvrit en grinçant et il sortit dans le froid. Le vent s'engouffra dans sa veste, mordant l'espace où le chagrin l'avait autrefois creusé. Il ne dit rien au début, eux non plus. La femme se contenta de lever les yeux vers lui, une main serrant plus fort la fillette, l'autre s'appuyant contre le sol, comme si, en lâchant l'une ou l'autre, tout allait s'écrouler. « Madame », dit Jack d'une voix rauque, « elle respire. » La femme cligna des yeux. « Elle dort », murmura-t-elle. Mais la panique, derrière ces mots, disait le contraire. Jack s'agenouilla et toucha doucement le poignet de la fillette. Son pouls était faible, ses lèvres bleu pâle. Il fouilla dans sa poche et en sortit le petit mouchoir vert délavé, un souvenir du soleil, qu'il avait enterré 3 hivers auparavant, et l'enroula délicatement autour des épaules de l'enfant. Elle remua légèrement, mais cela suffit. Un homme sortit de derrière un SUV garé à proximité, un clip sur sa chemise, l'air suffisant. Jack avait déjà vu des gens comme lui, ceux qui n'apparaissaient que lorsque le mal était déjà fait. « Vous êtes le prochain volontaire ?» demanda-t-il sans même lever les yeux. « Ils ont été expulsés. Elle a refusé le refuge d'urgence. Ce n'est pas ma faute si elle ne coopère pas. Elle a 6 enfants, dit Jack en baissant la voix, et un malade dans les bras. Zette, corrigea l'homme. Il y en a un dans le camion, mais personne ne veut d'une portée entière. Elle a raté sa chance d'être placée il y a plusieurs semaines. » Jack se tourna à nouveau vers la femme. « Comment vous appelez-vous ?»« Ellie, » murmura-t-elle. « Ellie Garnier. » Il regarda l'homme. « Vous avez un nom, Bryce ?» dit l'homme, en tapotant son bloc-notes. « Et légalement, je suis le seul ici à avoir une quelconque autorité. » Jack ne répondit pas. Au lieu de cela, il ôta son manteau, usé par les années et les épreuves, et l'enveloppa autour d'Ellie. Puis il prit la petite fille dans ses bras, son corps léger, comme un souvenir. « J'ai de la place, » dit-il calmement. « Une cuisinière qui fonctionne, quelques lits superposés. Rien d'extraordinaire, mais c'est chaud. » Bryce ricana. «
Ce n'est pas comme ça que ça marche. Jack soutint son regard. C'est exactement comme ça que ça marche. Aujourd'hui, en tout cas, les yeux d'Ellie se remplirent de larmes. Pourquoi, Jack? Il ne répondit pas. Il se contenta de se retourner, de marcher vers le camion et d'ouvrir la portière côté passager. Les enfants le suivirent un par un. L'aîné, un garçon d'environ 12 ans, hésita, protégeant un cadet du vent. Puis il prit une profonde inspiration et grimpa à son tour. Ellie resta la dernière. Elle regarda Bryce, puis la route derrière elle, et enfin l'homme qui ne lui avait rien demandé en échange. Puis elle monta, aussi serrant la main de son plus jeune enfant. Jack tourna la clé. Le camion toussa, puis démarra. Le vent, qui avait soufflé toute la journée à travers les clôtures et les ruelles de la ville, sembla s'arrêter. Et pour la première fois en 3 ans, Jack Morel sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était ni de la douleur, ni du regret, mais la possibilité que peut-être, juste peut-être, le chagrin n'était pas la fin de son histoire. Alors que le camion s'éloignait du bord de l'abandon, il ne se retourna pas, Ellie non plus. Et dans le silence qui suivit, le vent ne semblait plus en colère. Il semblait calme, comme s'il attendait lui aussi de voir ce qui allait se passer. Le lendemain matin, il n'y eut pas de miracle. Juste un sol froid, un silence pesant et 7 paires de chaussures boueuses alignées près de la porte d'entrée de Jack, telles les sentinelles d'un monde qui n'était pas le sien. Jack Morel vivait seul depuis 3 ans, dans cette maison de plain-pied, aux 2 chambres, qui craquait de toutes parts, nichée à la lisière de Brémont. L'air y sentait toujours la fumée de bois et la poussière. Maintenant, ça sentait le porridge, les chaussettes mouillées et le parfum discret d'un nouveau départ, maladroit et incertain. Depuis la cuisine, il regardait Ellie aider ses enfants à enlever leurs manteaux un par un. Elle bougeait avec le calme mécanique de quelqu'un habitué à la pénurie. Plier, empiler, réutiliser, conserver. Elle ne disait pas grand-chose, mais ses mains étaient toujours occupées à essuyer un nez ici, à brosser la saleté sur une manche là, silencieuse, presque invisible, sauf pour ses enfants qui ne s'éloignaient jamais de son orbite. 7 paires de chaussures. L'une d'elles avait perdu sa semelle, une autre était réparée avec du ruban adhésif, une autre encore était une paire d'occasion. Jack les regarda plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Il s'éclaircit la gorge. « J'ai quelques paires en réserve dans la remise. Pas beaucoup, mais on trouvera peut-être quelque chose de plus chaud. » Ellie ne leva pas les yeux. « On se débrouillera, » dit Jack en versant du café dans 2 tasses ébréchées. « Ce n'est pas la peine, » dit-il gentiment en posant une tasse sur la table près d'elle. « Plus maintenant. » C'est alors que le garçon aîné prit enfin la parole. « Tu aides toujours les étrangers comme ça ?» Jack se tourna vers lui. Le gamin avait un regard trop sérieux pour quelqu'un de son âge, peut-être 11 ou 12 ans, avec des cheveux bruns ébouriffés et une posture protectrice qui disait « C'est moi le chef maintenant. » « Non, » répondit Jack honnêtement, « juste cette fois. » Le garçon acquiesça comme si c'était la réponse qu'il attendait. « Je m'appelle Jonah, » ajouta-t-il. « C'est ma sœur Lucy. Les jumeaux, c'est Riley et Grace. Le bébé, c'est Sophie. Et lui, c'est Théo. Il a 5 ans. Il ne parle pas beaucoup. » Jack regarda le garçon et lui tendit la main. « Eh bien, Jonah, bienvenue chez toi. » Ou presque. Jonah hésita, puis serra la main de Jack. Ce soir-là, le vent était tombé, mais il faisait toujours froid. Jack alluma le vieux poêle à bois dans le salon. Les enfants se rassemblèrent autour, leurs visages illuminés par la lumière ambrée. Ellie resta à l'écart, les bras croisés, les yeux scrutant la pièce, comme si elle s'attendait à ce qu'elle disparaisse d'un instant à l'autre. Jack retourna dans la remise
et fouilla dans des cartons jusqu'à ce qu'il trouve une pile de chemises en flanelle, des bottes de rechange et une veste en jean usée que sa femme avait autrefois utilisée pour jardiner. Il s'arrêta, les mains posées dessus pendant un long moment. Lorsqu'il revint, les rires le prirent au dépourvu. Théo, le plus calme, riait aux éclats, tandis que Grace, l'une des jumelles, faisait une grimace derrière le tuyau du poêle. Ce n'était pas fort, ni long, mais c'était réel. Et à cet instant, Jack sentit quelque chose de chaud pousser contre ses côtes, là où le chagrin avait élu domicile. Il distribua ce qu'il avait trouvé. Certains étaient trop grands, d'autres trop petits, mais personne ne se plaignit. Après le dîner, Ellie fit la vaisselle en silence, tandis que Jack l'essuyait. C'était la première fois qu'ils se tenaient côte à côte depuis le sauvetage. Elle restait sur ses gardes, mais ses mains tremblaient moins. « Je devrais chercher du travail, » dit-elle enfin. « Je ne peux pas rester ici. »« Tu ne restes pas ici, » dit Jack. « Tu gardes toute ta famille unie. C'est le travail le plus difficile que je connaisse. » Ellie lui adressa un sourire fatigué. « Tu ne nous connais même pas. »« Je ne savais pas non plus que le vent pouvait s'arrêter, » répondit Jack. Cette nuit-là, Jack étendit son sac de couchage sous le porche, insistant pour que la famille prenne les 2 chambres. Ellie protesta, mais pas longtemps. Elle apprenait peut-être, pour la première fois, que la sécurité n'avait pas toujours un prix. Peu après minuit, Jack fut réveillé par le grincement de la porte moustiquaire. Il s'assit et plissa les yeux dans la lumière du porche. Jonah sortit pieds nus, tenant quelque chose enveloppé dans une serviette. Jack se leva. « Ça va ?» Jonah acquiesça et déballait le paquet. À l'intérieur se trouvait Sophie, la plus jeune, les joues rougies par le sommeil. « Elle est parfois somnambule, » dit Jonah. « Maman ne sait pas que je veille la nuit. » Jack s'approcha, prit doucement la petite fille dans ses bras et la ramena à l'intérieur. Alors qu'il l'abordait dans son lit, Jonah s'attarda à la porte. « Quelqu'un te manque ?» demanda-t-il doucement. Jack le regarda. « Oui, moi aussi. » Il y eut un long silence. « Tu crois que les gens reviennent ?» demanda Jonah, la voix presque brisée. « Pas comme des fantômes, mais d'une manière ou d'une autre, » répondit Jack en déglutissant. « Pas toujours comme on le voudrait, mais parfois, oui, parfois, ils reviennent d'une manière inattendue. » Jonah acquiesça, puis se retourna pour partir. Lorsque Jack revint sous le porche, le vent soufflait à nouveau, mais il était plus doux maintenant, moins violent, plus comme un murmure. Le lendemain matin, Ellie trouva un mot que Jack avait collé sur le réfrigérateur. 7 paires de chaussures près de la porte. Ce n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction. Jay. Elle passa ses doigts sur l'écriture et, pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de croire que peut-être, juste peut-être, elle n'avait pas échoué avec ses enfants. Les jours passaient avec cette lenteur que seul l'hiver et la guérison peuvent apporter. Jack continuait ses rituels silencieux, coupant du bois avant le lever du soleil, vérifiant la clôture autour de la propriété, bricolant le vieux chauffe-eau qui sifflait comme un harmonica chaque fois qu'il se mettait en marche. Il n'était pas habitué au bruit, même pas au bruit joyeux. Mais maintenant, sa cuisine résonnait des débats sur les boîtes de céréales, du lait renversé et des cris occasionnels des jumeaux. Il ne se plaignait pas. En fait, il se surprenait parfois à s'arrêter sous le porche, près de la fenêtre du couloir, juste pour écouter. Cela faisait longtemps que sa maison n'avait pas semblé aussi vivante. Ellie restait prudente. Sa gratitude s'exprimait par des actes, pas par des mots. Elle balayait sans qu'on le lui demande. Elle pliait son linge, remplaçait les ampoules grillées dans le couloir et raccommodait sa chemise en flanelle avec ses mains délicates et expertes. Mais lorsqu'elle parlait, c'était de manière sèche et prudente, comme si la gentillesse pouvait avoir des conditions. Jack
ne posait jamais de questions. Il savait qu'il ne fallait pas forcer, les portes fermées à clé. Un après-midi, il revint de la ville avec une miche de pain de maïs frais et trouva les jumeaux, Riley et Grace, allongés sur le sol du salon, en train de dessiner sur des sacs en papier brun. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en s'accroupissant à côté d'eux. « C'est notre nouvelle maison » répondit Riley, rayonnant. « On l'a construit d'abord en papier. Comme ça, on n'oubliera rien, » ajouta Grace. « Et il y aura un chien, un vrai, pas comme le méchant caniche de Madame Carmichael. » Jack rit. « Eh bien, je suppose qu'il va falloir trouver comment construire une pièce pour le chien. » Puis il jeta un coup d'œil à travers la pièce et surprit Jonah, qui le regardait fixement. Le garçon avait toujours été observateur, trop calme pour son âge. Cet après-midi-là, il semblait encore plus sombre, comme si quelque chose pesait lourdement sur sa poitrine. Jonah Jack demanda plus tard, lorsque les autres se furent éloignés. « Ça va ?» Le garçon haussa les épaules. « Ta famille te manque ?» Jack acquiesça. Tous les jours, il y eut un long silence. Jonah tira sur un fil du bras du canapé. « Tu en parles parfois ?» Jack se pencha en arrière sur la chaise, en face de lui, observant les épaules tendues du garçon. « Non, » répondit-il finalement. « Pas beaucoup. » « Pourquoi pas ?» Jack réfléchit à la question. « Parfois, les choses que l'on ne dit pas sont les seules qui nous appartiennent qu'encore. » Jonah baissa les yeux. « Oui, tu voulais me dire quelque chose ?» demanda Jack doucement. Jonah secoua la tête. « Pas encore. » Jack n'insista pas. Plus tard dans la soirée, alors que Jack versait du chocolat chaud dans des tasses dépareillées, Ellie se tenait dans l'embrasure de la porte, entre la cuisine et le couloir, les manches retroussées et une trace de farine collée à la joue. « Tu ne m'as pas posé de questions sur moi ?» dit-elle. Jack leva les yeux. « Non, tu as accueilli une famille de 7 inconnus. Tu as renoncé à ton espace, à ta routine, et tu ne nous as pas posé une seule question sur notre passé. Pourquoi nous avons fini comme ça ?» Jack posa les tasses sur la table, puis croisa son regard. « Parce que ça n'a pas d'importance. » Elle cligna des yeux. « Comment est-ce possible? Vous êtes ici maintenant, en sécurité. Les enfants sont au chaud. Ils ont mangé et ils rient. J'ai appris que le passé peut attendre. Il finit toujours par nous rattraper quand il le faut. » Elle s'avança dans la pièce, puis s'assit en face de lui à table. Ses doigts se crispèrent autour de la tasse. « J'avais 17 ans quand j'ai eu Jonah. Ma mère m'a mise à la porte. Elle m'a dit que j'avais tout gâché. Jack ne réagit pas. J'ai essayé de faire en sorte que ça marche. Je me suis marié jeune. Il était correct jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Il est parti le jour où j'ai découvert que j'étais enceinte de Sophie. Il a dit qu'il ne s'était pas engagé dans une équipe de football. » Jack ne l'interrompit toujours pas. Chaque année était plus difficile. Le loyer augmentait. Mes heures de travail étaient réduites. Puis j'ai raté un paiement, puis un autre. Et tout à coup, le shérif frappait à la porte et je me retrouvais sur le trottoir avec 7 enfants et nulle part où aller. Elle rit doucement, mais sans humour. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un comme vous s'arrête. La plupart des gens détournent le regard. J'ai failli le faire, admit Jack. Failli. Elle l'observa longuement. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Il expira. Parce qu'une fois, alors que je me noyais dans le chagrin, quelqu'un m'a apporté une tarte. Ellie cligna des yeux. Une tarte au citron meringué, dit-il, fait maison, sans mots ni explication. Elle était simplement posée sur mon porche un matin. Je n'ai jamais su qui l'avait laissée, mais ce simple geste, c'était comme si quelqu'un m'avait murmuré « On pense encore à toi. » Ça n'a rien changé, mais ça m'a aidé à tenir un jour de plus. Ellie ne dit rien, tapotant légèrement la tasse en céramique du bout des doigts. « Je ne pouvais pas te quitter, Ellie, ajouta-t-il, parce que j'étais peut-être la tarte de quelqu'un.
Ce soir-là, après que les enfants se furent couchés et que le vent se fut levé en rafales lentes contre les fenêtres, Ellie sortit son nécessaire à couture et raccommoda discrètement le col effiloché de la veste en jean de Jack. Il ne s'en aperçut que le lendemain matin et ne dit pas un mot. Mais il porta cette veste toute la journée. C'est Jonah qui trouva le vieux foyer derrière la grange, recouvert de feuilles et à moitié enfoui sous les cendres de l'été dernier. Il avait autrefois été le centre des soirées dans le jardin, à l'époque où le monde de Jack comprenait encore des histoires avant de s'endormir, des marshmallows collants et une voix à côté de lui qui fredonnait pour les étoiles. Aujourd'hui, ce n'était plus qu'un cercle de pierres oubliées, jusqu'à ce que Jonah dégage les débris et s'écrie « Hé, on peut s'en servir ?» Jack venait de finir de réparer la balustrade affaissée du porche. Il leva les yeux, surpris, comme si quelqu'un avait déterré un souvenir qu'il ne voulait pas se rappeler. « Oui, » dit-il en époussetant lentement ses mains. « On peut. » Ce samedi soir-là, l'air était vif et plein d'espoir. Jack ramassa du bois. Les jumeaux apportèrent des couvertures et Ellie sortit une bouilloire remplie d'un chocolat chaud, si sucré qu'il fit même sourire le stoïque petit Théo. Les enfants s'assirent sur des caisses renversées et des chaises pliantes. Jack alluma le feu avec le respect réservé au rituel silencieux. Alors que les flammes prenaient de l'ampleur, une douce lumière orange se répandit dans le cercle. « Raconte-nous une histoire », supplia Grace. Jack se pencha en arrière, les doigts entrelacés derrière la tête. « Vous connaissez l'histoire de la chouette qui s'est fait piéger par un écureuil. » Les enfants se penchèrent vers lui. Ellie observait depuis le bord, les bras croisés, sans méfiance cette fois, mais prudente d'une autre manière, comme une femme qui essaie de se rappeler comment trouver sa place quelque part. L'histoire de Jack était ridicule. La chouette ne voyait pas en plein jour. L'écureuil n'arrêtait pas de changer d'arbre et, d'une manière ou d'une autre, un porc-épic s'en est mêlé. Mais quand il eut terminé, les 7 enfants étaient morts de rire, rien si fort que les voisins 3 parcelles plus loin auraient pu les entendre. Jack regarda autour du cercle et ressentit pour la première fois depuis des années une sorte de plénitude. Puis Ellie fit quelque chose que personne n'avait prévu. Elle se leva, retourna à l'intérieur et revint avec une couverture en patchwork défraîchie dans les bras. Elle était fine, cousue de carrés dépareillés, effilochée au coin. Elle s'agenouilla près du feu, la déplia lentement, puis la tendit. « C'est la seule chose que j'ai emportée quand nous sommes partis ce matin-là, » dit-elle. Elle appartenait à ma grand-mère. Elle l'appelait la couverture courageuse. Elle disait « Chaque fois que nous avons peur, nous devons l'enrouler autour de nos épaules et faire comme si c'était une armure. » Les yeux des jumeaux s'écarquillèrent. On dirait de la magie. Ellie sourit, doucement et tranquillement. Un peu, oui. Nous avons dormi dessous tous les soirs depuis l'expulsion. Elle nous a accompagnés dans les moments les plus difficiles. Elle hésita. Mais je pense qu'il est temps de nous libérer d'une partie de ce poids. Jack la regarda, immobile, tandis qu'elle pliait soigneusement la couverture et la posait près du feu. Les flammes dansaient dans ses yeux. « Tu es sûr ?» demanda-t-il à voix basse. Elle acquiesça. « Nous sommes en sécurité maintenant. Je veux qu'il sache que le pire est passé. » Jack se leva et s'avança. « Alors, elle mérite de faire partie de cette chaleur. » Ensemble, ils jetèrent le bord de la couverture dans le feu. Le tissu se recroquevilla, prit feu, puis se transforma en ruban orange et doré qui s'élevait dans les airs. Les enfants se turent tandis que la couverture s'allégeait. Personne ne parla pendant un moment. C'est Jonah qui rompit le silence. « Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'avoir peur. » Jack regarda Ellie. Ellie regarda ses enfants. Puis elle murmura « Nous ferons toujours attention, mais je pense que nous pouvons peut-être
Arrêtez de fuir. Jack sentit quelque chose changer à cet instant, pas seulement dans la famille, mais en lui-même. Pendant des années, le chagrin avait pesé sur sa poitrine comme une pierre. Cette nuit-là, en regardant le feu crépiter et monter, il sentit qu'il bougeait un peu. Il n'avait pas disparu, mais il était plus léger, comme si le fait de laisser partir la peur de quelqu'un d'autre avait fait place à sa propre guérison. Plus tard, après que le feu se fut éteint et que les enfants furent couchés, Jack s'attarda sur le porche avec une tasse de café léger. Ellie le rejoignit, les bras croisés autour d'elle, non pas à cause du froid, mais à cause de quelque chose de plus discret. « Merci », dit-elle dans un souffle. « Pourquoi ? Pour nous avoir permis de brûler le passé, pour ne pas m'avoir demandé de me justifier. » Jack regarda les champs sombres. « Je pense que parfois, la guérison commence quand on laisse quelqu'un d'autre tenir l'allumette. » Elle resta silencieuse pendant un long moment. « Tu crois qu'on a le droit d'être heureux à nouveau ?» demanda-t-elle enfin. Jack se tourna vers elle. « Je pense qu'on a le droit d'essayer. » Et à ce moment-là, cela ne ressemblait pas à une promesse. Cela ressemblait à un accord silencieux, mais tout aussi réel. À l'intérieur, une veilleuse brillait doucement dans le couloir. L'un des jumeaux avait fait un dessin plus tôt. Des bonhommes allumettes autour d'un feu de camp et un grand homme avec un chapeau de cow-boy qui ressemblait étrangement à celui de Jack. En haut, écrit au crayon, on pouvait lire « Notre refuge ». Jack sourit. Il ne savait pas où cette route le mènerait, mais pour la première fois en 3 ans, il n'avait pas peur de continuer à la suivre. L'homme arriva à l'improviste. Jack venait de finir de réparer une partie abîmée de la clôture arrière lorsqu'il aperçut la berline argentée remonter la longue allée de gravier, propre, silencieuse, immatriculée au nom du gouvernement. Il s'essuya les mains sur un chiffon et attendit sous le porche, observant la voiture s'approcher lentement avec un sentiment de malaise qu'il n'avait pas ressenti depuis des semaines. Les enfants étaient à l'intérieur, occupés à faire des puzzles et à préparer des assiettes pour le goûter. Ellie était dans la cuisine, fredonnant une mélodie si rare que Jack ne voulut pas l'interrompre, mais il savait qu'il ne fallait pas ignorer son intuition. La berline s'arrêta, le moteur s'éteignit et Bryce Madison en sortit, le même homme avec le bloc-notes que Jack avait vu le jour où il avait trouvé Ellie et les enfants sur le bord de la route. Sa chemise était toujours repassée. Il arborait toujours le sourire suffisant de quelqu'un qui ne regardait jamais assez longtemps pour voir les gens dans leur globalité. « Monsieur Morel », dit Bryce, en montant les marches sans y être invité. « Vous avez tout ce qu'il faut ici. » Jack ne lui tendit pas la main. « Bonjour ». Bryce jeta un coup d'œil autour de lui, remarquant la balancelle sous le porche, la rangée de bottes près de la porte, le nichoir, à moitié terminé, que Grace avait peint avec de la colle pailletée. Il sortit son bloc-notes comme un magicien prêt à faire un tour de passe-passe. « Ne perdons pas de temps », dit-il, en ouvrant le bloc-notes à la première page. « Nous sommes préoccupés par votre situation. Vous avez la garde non officielle de 7 mineurs sans procédure légale. Il y a peut-être des infractions au code et quelques membres de la communauté se demandent pourquoi un veuf solitaire a soudainement une maison pleine d'enfants. » Jack ne broncha pas. « Vous avez fait tout ce chemin pour poser des questions dont vous pensez déjà connaître la réponse. » Bryce esquissa un sourire crispé. « Je suis venu vérifier la sécurité et les intentions. Si vous agissez par charité, très bien. S'il y a autre chose… » Il laissa la phrase en suspens. Jack croisa les bras. « Il n'y a rien d'autre. Et Madame Garnier, elle est à l'intérieur avec ses enfants. Elle vit sa vie. » Bryce ajusta ses lunettes. « Vous comprenez que cet arrangement ne tiendra pas sans document. Vous n'êtes ni un membre de leur famille, ni un foyer d'accueil agréé.
Un coup de fil, et ils seront dans le système avant la tombée de la nuit. La porte s'ouvrit derrière eux en grinçant. Ellie sortit, son tablier couvert de fleurs, le menton levé. Alors passez votre coup de fil. Bryce se retourna, surpris. Madame Gardner, vous croyez que je ne sais pas à quel point nous avons failli tout perdre? Sa voix était calme, ni forte, ni tremblante. J'ai dormi dans des parkings. J'ai caché mes enfants à des étrangers, mais je ne me suis jamais senti aussi en sécurité que dans cette maison. Jack ne nous a jamais demandé ce que nous avions vécu. Il nous a simplement fait une place. Et si vous pensez pouvoir nous enlever cela à cause de paperasse, je ne suis pas votre ennemi, dit Bryce en levant les mains. Vous n'êtes pas notre ami non plus, répliqua Ellie, le menton levé. Jack s'avança. Si vous voulez entrer, asseyez-vous, rencontrez les enfants, visitez la maison. Vous êtes les bienvenus. Mais si vous êtes juste là pour proférer des menaces, épargnez-nous vos paroles. Bryce hésita clairement, peu habitué à rencontrer de la résistance. Finalement, il baissa son bloc-notes. Je vais devoir signaler cela au comté. Quelqu'un viendra vérifier. Laissez-les faire, dit Ellie. Ils trouveront une cuisine bien approvisionnée, des enfants scolarisés à domicile et un toit qui ne fuit pas. Bryce ne répondit pas. Il retourna à sa voiture, monta dedans et partit sans se retourner. Le silence qui suivit son départ était plus assourdissant que n'importe quelle dispute. À l'intérieur, les enfants n'avaient pas conscience de la tempête qui venait de se dérouler à quelques centimètres de leur tête. Riley peignait des visages sur des œufs. Jonah aidait Théo à empiler des Legos plus hauts que ses épaules. Jack versa 2 tasses de café et en tendit une à Ellie. « Je suis désolé, dit-il. J'aurais dû m'y attendre. » Elle secoua la tête. « Ne sois pas désolé. » Il n'avait pas tort. Il avait juste regardé dans la mauvaise direction. Ils restèrent assis dans la cuisine pendant un moment, écoutant les bruits des enfants qui jouaient dans l'autre pièce. « Avant, j'avais peur des coups à la porte, » murmura Ellie. Les avis d'expulsion, les agents de recouvrement, les inconnus qui posaient trop de questions. Et maintenant, j'ai toujours peur, admit-elle. Mais au moins, je sais avec qui j'ai peur. Ça change les choses. Jack ne répondit pas tout de suite, mais il ouvrit le petit tiroir près du réfrigérateur et en sortit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une modeste pile de formulaires, des modèles de tutelle, des projets de décharge médicale, une déclaration sous serment pour l'école. Ellie les regarda fixement. « Tu as déjà commencé ?» Jack acquiesça. « Je ne trouvais pas normal de te demander ton histoire avant d'avoir fait le nécessaire pour la mériter. » Ses yeux brillaient, non pas de larmes, mais de cette incrédulité qui surgit lorsque l'espoir devient quelque chose de concret que l'on peut toucher. Le lendemain, Jack apporta les formulaires en ville. Ellie les signa sur le siège passager de son camion, la main ferme, la voix douce. Elle nota le nom, la date de naissance et les particularités de chaque enfant dans la marge, comme s'il s'agissait de détails sacrés. Riley refuse de manger des brocolis. Lucy parle dans son sommeil. Sophie déteste le bruit des tondeuses à gazon. À la fin de la semaine, Jack avait rempli tous les documents qu'il pouvait, sans l'aide d'un avocat. Et le vendredi matin, une lettre du comté arriva, annonçant une inspection du foyer. L'examen initial était favorable. Le dossier était ouvert. Ce n'était pas définitif, mais c'était un début. Ce soir-là, tandis que les enfants dessinaient des étoiles à la craie sur le trottoir, sous un ciel argenté par le clair de lune, Ellie se tenait à côté de Jack sous le porche et lui dit « Tu sais, pour quelqu'un qui prétend ne pas poser de questions, tu donnes toujours les bonnes réponses. » Jack sourit. Peut-être que certaines choses chaudes n'ont pas besoin d'être demandées, mais simplement observées. Et quelque part, juste hors de portée de la lumière du porche, l'homme, au bloc-notes,
s'est évanoui dans un passé qui n'avait plus le même pouvoir. La ville de Bremont était lente à changer, mais elle remarquait tout. Elle remarqua quand Jack Morel, un homme qui passait des semaines sans dire plus d'une phrase à quiconque à l'épicerie, commença à venir en ville avec une liste et une femme à la voix douce à ses côtés. Elle remarqua le son des rires d'enfants qui s'échappaient de son jardin et flottaient au-dessus des clôtures comme une musique dont on avait oublié à quel point elle nous manquait. Et elle remarqua les dessins à la craie. Tout commença par un simple message écrit d'une écriture cursive et irrégulière sur le trottoir, devant la bibliothèque. Merci de ne pas détourner le regard. Maëlys, 11 ans. En milieu de semaine, il y en avait d'autres. Devant la boulangerie, Jack a réparé le chauffage pour que les tartes de ma grand-mère ne fondent pas. Lucie, devant la poste. Nous ne sommes pas seulement une famille. Nous sommes un espoir, Riley et Grace. Certaines personnes ont levé les yeux au ciel. D'autres ont souri discrètement. Mais personne n'a recouvert les dessins. À la maison, Ellie se reconstruisait petit à petit. Elle a transformé la remise inutilisée en espace d'apprentissage, équipé de tableaux d'orthographe et d'un coin lecture fabriqué à partir de vieux coussins de canapé. Elle a appris aux enfants les lettres, leur histoire et comment poser des questions sans crainte. Plus encore, elle leur a appris à écouter le vent, à s'écouter les uns les autres, à écouter leur instinct. Jack a construit des étagères. Il a réparé une porte d'armoire cassée avec Théo en utilisant seulement 3 clous et une once de patience. Le samedi, ils faisaient du pain de maïs. Le dimanche, ils plantèrent des pommes de terre et semèrent l'espoir dans les plates-bandes du jardin derrière la maison. Mais rien ne traduisait mieux ce qu'ils étaient en train de construire que le moment où Jack entra dans la cuisine et trouva Ellie en train d'accrocher une pancarte dessinée à la main au-dessus de l'entrée du couloir. On pouvait simplement y lire un endroit appelé Hope. Il ne dit rien, resta là, les mains pleines de fleurs, et la regarda reculer, plisser les yeux et ajuster l'angle de quelques centimètres, comme si cette affiche avait toujours été destinée à cet endroit. Plus tard dans la semaine, ils reçurent en leur première visite Dus Corabel, qui tenait la librairie d'occasion et était connu pour ses opinions bien arrêtées et sa poignée de main ferme, arriva avec un plat mijoté et une miche de pain à la cannelle. « J'ai entendu dire que tu vivais avec une petite armée, » dit-elle en tendant le plat à Ellie. « Je me suis dit qu'il risquait de vider ton garde-manger avant que les papiers d'inspection ne soient réglés. » Ellie sourit, hésitante. « Tu n'aurais pas dû, » dit-elle. « Si, je l'ai fait, » l'interrompit Cora, « parce que quelqu'un l'a fait pour moi une fois, et j'ai attendu 40 ans pour rendre l'appareil. » Elle tapota l'épaule de Jack et ajouta avec un clin d'œil. « Tu ranges mieux que je ne le pensais. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à Bremont dès que Corabel eut donné son approbation. À la fin de la semaine, un entrepreneur local proposa d'aider Jack à rénover le porche. Le gérant de l'épicerie commença à mettre de côté des caisses de produits périmés mais encore bons pour Ellie, et un enseignant à la retraite proposa d'aider à l'enseignement à domicile le jeudi, juste pour le plaisir. Mais tout le monde n'approuvait pas. « Tu construis un conte de fées, » dit un voisin à Jack, « mais ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. » Jack se contenta de sourire. « Peut-être pas, mais c'est comme ça que cette maison fonctionne maintenant. » Un après-midi, pendant que les enfants faisaient la sieste et qu'Ellie pliait le linge, Jack trouva Maëlys assise seule sur les marches arrière, son cahier ouvert sur ses genoux. Il s'assit à côté d'elle, prenant soin de ne pas la déranger. « Tu écris ?»
demanda-t-il. Elle acquiesça. Une histoire sur les hésitations de Maëlys, sur le fait que parfois, on se retrouve dans un endroit sombre, mais que quelqu'un allume une allumette et nous montre la sortie. Jack pencha la tête. Ça me dit quelque chose. Elle sourit, à la fois timide et fière. Je pense que ça devrait s'appeler l'homme à l'allumette. Jack ravala la boule qui lui serrait la gorge. C'est un bon titre. Maëlys leva les yeux vers lui. Il te manque? Ta femme et ton fils Jack? Ne fit pas semblant de ne pas comprendre. Oui, répondit-il doucement. Tous les jours, acquiesça-t-elle. Parfois, j'entends encore le camion de mon père s'éloigner. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, seulement le souvenir. Jack regarda les champs, la lumière de fin d'après-midi se répandant comme du miel sur les collines. « Tu sais, dit-il, j'ai lu un jour que le chagrin n'est que de l'amour, qui n'a nulle part où aller. » Le crayon de Maëlys s'arrêta de bouger. « C'est peut-être pour ça que tu as construit une maison assez grande pour lui donner une place. » Il ne répondit pas, mais il tendit la main et tapota le coin de son cahier. « Continue d'écrire, dit-il. Parfois, les histoires que nous racontons sauvent plus que nous-mêmes. » Ce soir-là, Jonah accrocha une pancarte peinte à la main au-dessus de la porte d'entrée. On pouvait y lire « C'est notre maison. Elle était triste, mais nous l'avons changée. » Jack passa ses doigts sur les lettres peintes et quelque chose dans sa poitrine bougea à nouveau, comme si une pièce fermée à clé en lui s'était entr'ouverte juste assez pour laisser entrer la lumière. À la tombée de la nuit, Ellie se tenait à côté de lui sous le porche, les bras enroulés dans son pull. Les enfants jouaient à l'intérieur avec des marionnettes faites maison et se disputaient pour savoir à qui c'était le tour d'être le dragon. Je ne pense pas avoir jamais vécu dans un endroit où je me suis senti comme ça, dit-elle doucement. Jack se tourna vers elle. Comme quoi, elle ne répondit pas tout de suite. Puis, après un long silence, elle dit « Comme si nous étions destinés à être ici, comme si les morceaux cassés s'emboîtaient encore, d'une manière ou d'une autre. » Jack regarda le jardin, où de petites empreintes de bottes étaient imprimées dans la boue séchante, et où des éclats de rire résonnaient encore dans les arbres. « Oui, dit-il, c'est à peu près ça. Tout a commencé par un faux pas. Noé, un petit garçon de 5 ans au visage calme et aux yeux trop grands, courait dans le jardin avec Théo et Riley lorsque ses genoux se sont dérobés sous lui. L'instant d'avant, il courait après un cerf-volant en papier. L'instant d'après, il gisait dans la poussière, silencieux, immobile, comme si l'air avait été aspiré hors du monde. Ellie arriva la première. Jack n'était pas loin derrière. Sa peau était pâle. Ses lèvres étaient légèrement bleutées. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait dans un halètement irrégulier. Jack le prit dans ses bras sans hésiter et se dirigea vers le camion, suivi d'Ellie, qui serrait une couverture, comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Les urgences d'Aubagne étaient petites mais efficaces. Lorsque les autres enfants rejoignirent Cora, Belle, Jack et Ellie étaient assis en face d'un médecin vêtu d'une blouse beige. Les pires scénarios commençaient déjà à se bousculer dans la tête d'Ellie. Le docteur Patel parla doucement. « Votre fils souffre d'une malformation cardiaque congénitale, une tétralogie de Fallot. Il a compensé cela plus longtemps que prévu, mais il est maintenant dans une phase critique. » Les mains d'Ellie tremblaient. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il doit être opéré rapidement. Jack se pencha en avant. Dans combien de temps? Dans 1 mois. Plutôt s'il a une autre crise. Nous allons vous orienter vers le centre cardio de Marseille, la meilleure équipe de cardiologie pédiatrique de l'État. Ellie déglutit. Nous n'avons pas d'assurance. Je n'ai pas de Dr Patel leva la main. Je ne suis pas ici pour parler d'argent. Je suis ici pour sauver la vie de votre fils. Mais l'hôpital exigera une garantie financière avant de procéder.
Jack baissa les yeux vers le sol, puis regarda Ellie. « On trouvera une solution, dit-il. On a toujours trouvé. Mais cette fois, il ne savait pas comment. Cette nuit-là, Jack ne dormit pas. Il s'assit sous le porche, les papiers sur les genoux, les imprimés de l'hôpital, les premières estimations du service de facturation. Les chiffres le fixaient comme une montagne infranchissable. Il n'avait pas d'économie. La maison n'était pas officiellement à son nom. Il était encore en train d'obtenir les autorisations du comté. Mais même si elle l'avait été, les comptes n'auraient pas été bons, à moins que Jack ne se tourne vers la grange. À l'intérieur, sous une bâche, se trouvait le camion qu'il avait reconstruit avec son fils, un Ford F-100 de 1971, rouge cerise, avec une bande flamboyante peinte à la main, dont sa femme se moquait autrefois. C'était le dernier vestige de la vie qu'il avait menée avant sa perte. Il ne l'avait pas conduit depuis les funérailles. Il ne l'avait même pas touché depuis plus d'1 an. À l'aube, la décision était prise. Il mit le camion en vente sur Internet avec la légende suivante. Chaque kilomètre a une signification. Je cherche quelqu'un qui en prendra bien soin. Il se vendit en 3 heures. Quand il en parla à Ellie, elle le regarda comme s'il lui avait offert la lune. « Tu n'étais pas obligé, dit-elle. »« Je sais, répondit Jack, mais c'est aussi mon fils maintenant, que les papiers le disent ou non. » Ellie ne pouvait pas répondre, pas avec des mots. Elle s'est simplement appuyée contre lui, le front contre sa poitrine, et a laissé le silence parler pour eux deux. Une semaine plus tard, dans une salle d'attente stérile, baignée d'une lumière bleu pâle, Jack et Ellie étaient assis côte à côte pendant que Noé était préparé pour l'opération. Ellie lui avait tressé les cheveux ce matin-là, chantant doucement pour se calmer. Jack avait glissé sa pièce porte-bonheur dans la chaussette de Noé. « Pour que tes pieds sachent tout revenir », lui avait-il dit. Noé avait acquiescé solennellement, trop jeune pour comprendre pleinement, mais assez grand pour sentir qu'il allait devoir être très courageux. Les heures s'écoulaient lentement. Ellie priait. Jack, lui, ne priait pas. Il restait assis, immobile, fixant la trotteuse de l'horloge murale, jusqu'à ce qu'elle se transforme en un bourdonnement silencieux. Lorsque le chirurgien est enfin sorti, toujours masqué, ses yeux se sont plissés en un sourire. Il s'en est très bien sorti, a-t-il dit. Un cœur fort, un esprit plus fort encore. Ellie s'est effondrée. Les larmes ont coulé, puis les rires ont éclaté, suivis de sanglots qui secouèrent tout son corps. Jack l'a prise dans ses bras et l'a serrée contre lui, comme si le vent risquait de les emporter s'il la lâchait. Mais le vent ne souffla pas cette fois-ci. Quand ils rentrèrent à Bremont 3 jours plus tard, la ville les attendait, pas avec des banderoles ou des fanfares, mais avec de petites attentions, des sacs de provisions sur le porche, une pile de bois déjà coupée, une couverture cousue à la main, avec les noms des 7 enfants brodés dans les coins. Maëlys avait laissé un dessin collé sur la porte d'entrée, un cœur fait de poutres en bois et de clous avec les mots « Construit par Jack, battu par Noé ». Ce soir-là, Jack s'assit près du feu, entouré de ses 7 enfants. Il leur lut Charlotte's Web d'une voix calme et douce. Lorsqu'il leva les yeux, Ellie se tenait dans l'embrasure de la porte avec une tasse de chocolat chaud, le regardant avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était pas seulement de la gratitude, ni même de l'admiration. C'était de l'amour, un amour silencieux, inexprimé, indéniable. Jack ne dit rien. Il se contenta de sourire et continua sa lecture. Dehors, la nuit était froide, mais à l'intérieur, la maison était pleine de chaleur, pas seulement celle du feu, mais quelque chose de plus profond, le genre de chaleur qui vous dit que vous êtes chez vous. La semaine qui suivit l'opération de Noé fut comme un cadeau enveloppé de silence. Les enfants étaient plus calmes, plus attentionnés les uns envers les autres.
Grace lisait à Noé tous les après-midi un livre qu'elle avait trouvé dans une brocante organisée par l'église. Lucie essaya 2 fois de faire cuire du porridge, mais elle souriait malgré tout. Même Théo, qui parlait rarement plus fort qu'un murmure, s'était mis à fredonner, généralement lorsqu'il traçait des lignes sur la balustrade du porche avec le bout de son doigt. Jack passait ses journées comme un homme qui avait enfin expiré après avoir retenu son souffle pendant des années. Ellie semblait plus légère, elle aussi. Elle marchait en riant et ses yeux semblaient moins inquiets, mais plutôt comme si elle regardait le lever du soleil. Mais le calme ne dure jamais éternellement. C'était un mardi après-midi lorsque Jack est rentré de la ville avec les courses et a trouvé une enveloppe blanche collée à la porte d'entrée. Le sceau du comté était imprimé en gras en haut, en attente d'approbation, inspection résidentielle requise, statut de soumission incomplète. Il fixa la lettre pendant un long moment, puis entra dans la maison. Ellie était à la table de la cuisine, en train de corriger des tests d'orthographe. Maëlys leva les yeux de sa feuille et remarqua le changement d'expression sur le visage de son père avant tout le monde. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Jack tendit l'enveloppe à Ellie. Elle la lut lentement, la mâchoire serrée. « Je croyais que nous avions tout rempli. C'est le cas. Mais ils disent que nous ne remplissons pas les conditions requises en matière de logement, pas avant le transfert de propriété et certaines mises à jour du code. Lesquelles ? Jack sortit la 2e page. Des détecteurs de fumée dans toutes les pièces, une extension de la rampe d'escalier, une issue de secours supplémentaire dans la chambre à l'étage, des chauffes au chauffe-eau obsolètes. Ellie regarda autour d'elle. Ça fait beaucoup. Il acquiesça. Et nous avons 2 semaines pour tout régler avant qu'il ne passe à l'étape supérieure. Cette nuit-là, la tempête ne vint pas du ciel. Elle prit la forme de l'épuisement, de l'incertitude, du poids d'essayer de construire un foyer sur un terrain qui semblait encore pouvoir s'effondrer à tout moment. Une fois les enfants couchés, Jack resta dehors sous un ciel sans lune, fixant la maison comme si elle s'était transformée en un puzzle qu'il ne savait plus comment terminer. Ellie le rejoignit. « On ne peut pas perdre ça, Jack. »« Non, » répondit-il, mais cela ne ressemblait pas à une promesse. Cela ressemblait plutôt à une prière. Elle se tourna vers lui. « Tu as tout abandonné pour nous. »« Non, » dit-il doucement. « J'ai abandonné ce que je ne pouvais plus porter. Tu m'as donné quelque chose d'important à porter. » Pendant un moment, ils restèrent là, silencieux. Puis Ellie fouilla dans sa poche et en sortit un morceau de papier plié. « Je ne voulais pas te montrer ça, sauf si j'y étais obligé. » Il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des notes manuscrites, une liste de noms et un montant en dollars au bas de la page. Qu'est-ce que c'est ? Les gens qui ont proposé leur aide après l'opération de Noé. Certains ont donné de l'argent, d'autres ont proposé leur aide, d'autres voulaient apporter des provisions, mais ne savaient pas si cela serait bienvenu. Jack regarda le total. Ce n'était pas tout, mais c'était déjà quelque chose. Nous pourrions faire installer les rampes d'escalier, au moins 2 détecteurs de fumée. Il lui rendit le papier. Si nous faisons cela, nous ne le ferons pas en silence. Le lendemain matin, Jack et Ellie se rendirent ensemble à la mairie. À midi, un appel avait été lancé sur le tableau d'affichage communautaire et le réseau de l'église. À la tombée de la nuit, des dizaines de personnes s'étaient rassemblées sous le porche. Corabelle avait apporté une perceuse sans fil et une liste. L'entrepreneur local proposait d'installer la rampe et de refaire l'installation électrique pour un prix modique. La professeure de catéchisme de Grace fit don d'une pile de nouveaux détecteurs d'incendie. Un adolescent du cours de menuiserie du lycée se présenta avec une ceinture à outils et plus de cœur que de talent. Mais Jack l'accepta quand même. Et au milieu de tout cela, Jonah se tenait devant la maison,
avec une pancarte faite à la main sur laquelle on pouvait lire « C'est notre maison, nous la construisons ensemble ». Jack se tenait à côté de lui, regardant les coups de marteau, la peinture et les rires s'élever comme une musique à travers les chevrons. « Cela n'était pas censé arriver, » dit Jonah, surtout à lui-même. « Qu'est-ce qui n'était pas censé arriver ?» demanda Jack. « Tout cela. Tant mieux, » répondit le garçon. Jack s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. C'est ça, le bon côté des choses. Elles ne s'annoncent pas toujours à grand renfort de fanfare, mais lorsqu'elles se produisent enfin, elles durent plus longtemps que prévu. 3 jours plus tard, l'inspecteur arriva. Il était silencieux, minutieux, professionnel, comme quelqu'un qui a vu trop de maisons et trop peu de familles. Il parcourut les chambres, vérifia le sous-sol, mesura la rampe d'escalier et testa les détecteurs de fumée. Il ouvrit les placards, tira les chasses d'eau et griffonna des notes. Puis il sortit sur le porche où Jack et Ellie attendaient. « Vous n'êtes pas encore en conformité, » dit-il simplement. Jack se raidit. L'inspecteur leva la main. « Mais vous n'en êtes pas loin. Vous avez fait plus en 72 heures que la plupart des gens en 3 mois. Je vais demander une prolongation. Vous avez 2 semaines supplémentaires. Profitez-en. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, l'homme s'arrêta. « J'ai vu beaucoup de maisons temporaires. Celle-ci n'en a pas l'air. » Jack expira. « Ce n'en est pas une. » Ce soir-là, Ellie apporta des tasses et de cidre. Les enfants étaient rassemblés en cercle à l'intérieur et jouaient à un jeu de mots qui faisait plus rire que respecter les règles. Jack s'adossa à la balancelle du porche et but une gorgée. « Tu avais raison, » dit Ellie. « À propos de quoi ? Parfois, le calme avant la tempête n'est pas synonyme de peur, mais de concentration. » Il sourit. « Et parfois, c'est la tempête elle-même qui te montre qui est encore debout quand le ciel s'éclaircit. » Elle le regarda longuement, puis posa sa tête sur son épaule. Et pour la première fois, depuis le jour où elle l'avait rencontré au bord de la route, elle murmura quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à voix haute auparavant. « Je te fais confiance. » Jack ne bougea pas, mais son bras se posa doucement autour d'elle, comme un homme à qui l'on venait de confier quelque chose de fragile et de sacré. Le porche avait changé, et pas seulement à cause de la nouvelle balustrade ou de la couche de peinture bleu pâle que Grace avait insisté pour appliquer, afin que la maison ressemble à un ciel dans lequel on pouvait entrer. Ce n'était même pas parce que le bois ne s'affaissait plus sous les bottes de Jack ou ne craquait plus lorsque Théo marchait sur la pointe des pieds, faisant semblant d'être invisible. Tout semblait différent, car les gens y avaient mis les mains, utilisé leurs outils, mis toute leur intention, et Brémond l'avait remarqué. La ville qui autrefois observait dans un silence la bougeait, désormais avec détermination, calmement, régulièrement, comme si elle s'était souvenue d'elle-même, d'une partie d'elle-même qu'elle avait oubliée depuis longtemps. Lorsque la 2e inspection eut lieu, la liste des réparations avait été entièrement réalisée, et même plus. Il y avait un nouveau chauffe-eau, offert par le quincaillier, après que la femme de ce dernier eut lu l'histoire des enfants d'Ellie sur Facebook. Une échelle de secours avait été installée à l'extérieur de la fenêtre de la chambre à l'étage. Un cadeau anonyme avait été déposé sur le porche avec un petit mot au cas où quelqu'un se souciait d'eux. Le gérant de l'épicerie, M. Pennington, avait commencé à déposer chaque jeudi, par hasard, des cartons d'œufs supplémentaires. La boulangerie a commencé à glisser des muffins de la veille lorsque Jack venait prendre son café. Même le conseil municipal, longtemps composé de membres lents à s'exprimer et encore plus lents à agir, a accéléré le transfert du titre de propriété au nom de Jack. L'enveloppe est arrivée un matin, officielle et impeccable. À l'intérieur,
Il y avait une seule page. Le titre approuvé. Propriétaire, Jack Morel. Statut, permanent. Jack resta longtemps assis à la table de la cuisine, les yeux fixés sur son nom à côté des mots « résidence permanente ». Ce n'était plus un refuge, ni une solution provisoire, ni une possibilité, mais un foyer. Ce week-end-là, la ville organisait son pique-nique annuel de la récolte d'automne sur la place. C'était le genre de tradition à laquelle les gens participaient par habitude. Il y avait des tartes maison, des chorales d'enfants et assez de chili pour nourrir une petite armée. Ellie n'avait pas prévu d'y aller. Elle l'avait dit avec désinvolture. Peut-être l'année prochaine, avait-elle ajouté, en faisant la vaisselle et en rangeant les couverts. Mais Maëlys n'était pas dupe. Jonah non plus. Jack non plus. Ce samedi après-midi, alors qu'Ellie se tenait près de la fenêtre de la cuisine et regardait les familles passer en jeans et bottes du dimanche, Jack s'approcha d'elle avec un sourire discret. « Tu as exactement 10 minutes pour mettre les boucles d'oreilles que Corbel t'a offertes. » Ellie cligna des yeux. « Jack, je ne veux pas. J'ai déjà préparé les enfants. Le camion est chaud. Et quelqu'un doit montrer à cette ville comment on juge vraiment le Chili. » Elle rit, mais des larmes brillaient dans ses yeux. « Je ne suis plus la femme que j'étais, » murmura-t-elle. « J'espère que non, » répondit Jack. Cette femme a survécu. Celle-ci, enfin, elle vit. La place était bondée. Des tables recouvertes de nappes à carreaux, des enfants qui couraient avec des tranches de pommes à la main, et le trio de jazz du lycée qui jouait une version fausse mais enthousiaste de Take the A-Train. C'était imparfait, bruyant et magnifique. Lorsque le camion creux arriva, quelque chose d'inhabituel se produisit. La ville applaudit, non pas parce que Jack avait fait quelque chose de grandiose, mais parce qu'il ne l'avait pas fait seul. Ellie sortit la première, portant ses simples boucles d'oreilles en argent et une modeste robe bleu marine que quelqu'un lui avait prêtée dans le vestiaire de l'église. Les enfants se sont précipités derrière elle, le visage propre et les yeux écarquillés. Puis Jack est arrivé, vêtu de la veste en jean rapiécé qu'Ellie avait raccommodée quelques semaines auparavant. Il portait les mêmes bottes usées qu'il avait autrefois conduit dans les flammes pour sauver une famille qu'il ne savait pas encore qu'il aimerait. Les gens se sont écartés, ils ne l'ont pas dévisagé, ils n'ont pas chuchoté, ils ont simplement fait de la place. Corbel a fait signe depuis le stand de cidre. Vous en avez mis du temps. Jonah sourit. Garde-nous la meilleure part de tarte. Je t'ai gardé toute la tarte. Cet après-midi-là, quelque chose d'inhabituel se produisit à Bremont. Pas de défilé, pas de discours, pas même une reconnaissance officielle, juste des gens qui se rassemblaient. Une femme apporta des mitaines tricotées à la main pour chaque enfant. Un homme que Jack connaissait à peine lui tendit un livre de poèmes en cuir usé en disant « J'ai pensé que ça te plairait ». Le maire serra la main d'Ellie et lui fit un signe de tête qui valait mieux que n'importe quelle louange publique. Alors que le soleil se couchait, Jack se tenait près de la scène, Ellie à ses côtés. Maëlys et Grace s'entraînaient à faire la roue. Noé serrait la main de Jack, encore un peu fatigué, mais rayonnant de la couleur du rétablissement. Jonah s'approcha, tenant un bocal en verre rempli de petits morceaux de papier pliés. « Qu'est-ce que c'est » demanda Jack. « Un bocal de la ville » expliqua Jonah. Les gens ont écrit des choses pour lesquelles ils étaient reconnaissants. Quelqu'un a dit que ce serait une bonne tradition. Jack ouvrit l'un des morceaux de papier. On pouvait y lire « Je suis reconnaissant que la maison avec la clôture cassée ait eu une seconde chance. » Un autre disait « Je suis reconnaissant d'avoir pu voir à quoi ressemble le courage discret. » Et un autre « Je suis reconnaissant que quelqu'un nous ait rappelé ce que signifie vraiment la famille. » Jack leva les yeux, la voix étranglée, avant même d'avoir pu prononcer un mot.
Je ne voulais pas changer cette ville, dit-il doucement. Ellie le regarda. Tu ne l'as pas fait. Il se retourna. Elle sourit. C'est nous qui l'avons changé. Et c'était vrai, car quelque part, entre les planches cassées et les plats empruntés, entre la peur et la foi, entre ce premier moment sur le bord de la route gelée et cette soirée, sous la lumière des lanternes et les concours de tartes, ils étaient devenus non seulement une famille, mais une force qui avait réparé les clôtures, rétabli la confiance et appris à une ville à remarquer à nouveau. Et Jack, malgré son silence et son chagrin, avait enfin trouvé la réponse à la question qu'il n'avait pas osé poser depuis l'enterrement de son fils. C'était néanmoins ce à quoi cela ressemblait maintenant. C'est Ellie qui a trouvé l'enveloppe en premier, cachée dans l'espace creux, derrière une planche de plancher mal fixée, dans ce qui était autrefois la chambre du fils de Jack, désormais partagée par Noé et Jonah. Les garçons se poursuivaient avec des avions en papier, et lorsqu'un d'eux s'est coincé sous le lit, Ellie a rampé pour le récupérer. Elle a retiré la planche par instinct, ne s'attendant à rien d'autre que de la poussière, mais à la place, elle trouva une petite boîte en fer rouillé sur les bords, fermée par une ficelle. À l'intérieur se trouvait une lettre. L'écriture était ancienne, soignée, familière. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis et que le silence de la maison s'était épaissi de récits encore inédits, Ellie glissa la lettre dans les mains de Jack. « Je crois que ça vient d'elle », murmura-t-elle. Jack s'assit sur le bord du lit, les doigts suspendus au-dessus du papier défraîchi, comme s'il risquait de se briser. Elle était de Laurence, sa femme, celle qui était décédée 4 hivers auparavant, laissant derrière elle plus que du chagrin, laissant derrière elle un homme figé dans le deuil et une maison pleine de silence. Il déplia le papier, et les mots se déversèrent comme une douce mélodie destinée à un cœur dont elle savait qu'il finirait un jour par guérir. « Jack, si tu lis ceci, c'est que tu es resté. Peut-être es-tu resté à cause de Théo, ou peut-être parce que le monde t'a ramené ici quand tu ne regardais pas. Quoi qu'il en soit, tant mieux. Cette maison a toujours été plus que du bois et des clous. C'est là que nous avons construit notre vie, et j'espère qu'elle deviendra un endroit où quelqu'un d'autre pourra être sauvé comme tu m'as sauvé autrefois. Tu n'as jamais eu besoin d'être parfait. Tu avais juste besoin d'être là, et tu l'as été. Tu l'as toujours été. Si tu trouves cette lettre, construis quelque chose de nouveau, même si tes mains tremblent. Même si ton cœur n'y croit pas encore, construis-le quand même. Je t'aime pour toujours. » Jack ne dit rien, mais ses épaules tremblaient, et Ellie s'approcha de lui et lui prit doucement la main. Ils restèrent longtemps assis là, 2 personnes, retenant le fantôme d'un adieu qui ne faisait plus mal, mais qui résonnait avec une grâce tranquille. Le lendemain, Jack parcourut le domaine, non par devoir, mais par envie. Les champs se réveillaient, la saison sèche était passée et la pluie avait enfin ramolli la terre. Le jardin d'Ellie, autrefois fragile, s'étendait désormais avec assurance le long de la clôture, et tout au bout, sous le vieux chêne, là où Jack avait autrefois enterré son chagrin en silence, se trouvait un nouveau banc, sculpté à la main par Théo, un cadeau d'anniversaire. Jack s'y assit. Il regarda les champs où 7 enfants jouaient comme si des racines avaient été plantées à leur nom. Il se souvenait avoir pensé autrefois que l'amour signifiait s'accrocher, mais Laurence avait raison. Parfois, cela signifiait laisser quelque chose de nouveau grandir, et c'est ce qu'il avait fait avec Ellie, non pas parce qu'elle le remplaçait, mais parce qu'elle n'était pas un remplacement. Ce soir-là, Ellie sortit une carte pliée. Ils étaient assis sous le porche et regardaient Grace apprendre à Maëlys comment faire un nœud de balançoire. « Jack, dit-elle doucement, et si on faisait quelque chose d'un peu
imprudent. Il haussa un sourcil. Je pensais que sauver ta famille d'une tempête de neige et d'un passé brisé était déjà assez imprudent. Elle rit, puis se tut. J'ai réfléchi. Cette ville, cette terre, c'est plus qu'un foyer. C'est un nouveau départ. Et si on s'en servait pour aider les autres à prendre un nouveau départ, eux aussi? Jack se pencha vers elle. Tu veux dire un véritable lieu où les gens auraient une seconde chance? Pas seulement nous, des familles, des enfants comme les miens, comme les tiens. Jack regarda l'horizon. Sa voix s'était basse. Bien sûr, il faudrait des autorisations. Le soutien du conseil municipal. Ellie sourit. Il croit déjà en toi. Il se tourna vers elle, le cœur battant, non pas de peur, mais d'un espoir terrifiant, d'un avenir meilleur. Alors construisons-le, dit-il. La semaine suivante, le conseil se réunit à nouveau. Cette fois, Jack ne s'assit pas au fond. Il se tenait debout à l'avant, Ellie à ses côtés. Ils avaient préparé chaque mot, chaque plan, chaque règlement. Mais quand vint le moment de parler, Jack posa ses papiers et s'exprima à partir de son histoire. Il leur raconta cette matinée glaciale. Il leur parla de cette femme et de ses 6 enfants qui n'avaient rien d'autre que leur nom et une valise usée. Il leur raconta comment cette ville l'avait sauvé sans le savoir, grâce à de petits gestes de gentillesse. Il leur dit que la terre n'avait aucune valeur si elle n'était pas partagée. Je ne vous demande pas la charité, conclut-il. Je vous demande votre confiance. Aidez-nous à construire un refuge pour les familles perdues dans les failles du système. Pas un abri, un nouveau départ. Il y eut un silence. Puis, une à une, les mains se levèrent. Ce soir-là, après le vote du conseil, Jack et Ellie rentrèrent chez eux dans le camion. La route était plus sombre que d'habitude. Les étoiles au-dessus, la terre en dessous, et entre eux, l'espoir. Ellie posa sa tête sur son épaule. « Que crois-tu qu'elle aurait dit ?» demanda-t-elle. Jack pensa à Laurence, à sa lettre, à sa foi. Il sourit. Elle aurait dit « J'ai enfin cessé de survivre et j'ai commencé à vivre. » Il se tourna vers elle, la voix pleine d'une certitude tranquille. « Non, j'ai commencé à aimer. » Et à cet instant, sous 1000 étoiles silencieuses, Jack Morel comprit qu'il n'avait plus besoin de porter son chagrin comme preuve de son amour. L'amour Tessem, en fin de compte, n'avait pas besoin d'être rappelé, il avait juste besoin d'être vécu. La maison avait autrefois été silencieuse, pas d'une manière paisible, mais d'une manière qui faisait écho à un silence si lourd qu'il pesait sur le plancher et s'infiltrait par les fenêtres. Lorsque Jack était revenu pour la première fois, il y a des années, le ranch Morel était un monument de souvenirs, de photographies couvertes de poussière, de portes qui grinçaient et d'une balançoire qui n'avait pas bougé depuis que Théo était parti à l'université. À présent, les rires résonnaient entre les murs. En cette chaude matinée de printemps, la maison était animée par les bruits d'une famille en devenir. Jonah et Noé se poursuivaient avec des chaussettes dépareillées, laissant derrière eux des éclats de rire dans le couloir. Grace était dans la cuisine, faisant semblant d'animer une émission de cuisine, tandis qu'Ellie essayait de ne pas rire trop fort depuis l'évier. Maëlys et Sarah peignaient une pancarte de bienvenue pour l'ouverture du sanctuaire de la famille Morel, tandis que la petite Lily était allongée sur le tapis du salon, fredonnant pour elle-même, un pinceau toujours glissé derrière l'oreille. Jack se tenait à l'embrasure de la porte, observant tout cela comme un homme qui venait de tomber sur un miracle et n'osait pas cligner des yeux de peur qu'il ne disparaisse. Ellie s'approcha de lui et glissa sa main dans la sienne. On dirait un homme qui a oublié comment respirer. Il sourit, les yeux remplis de larmes. « J'ai juste peur de me réveiller et que tout disparaisse. »
Elle appuya sa tête contre son épaule. « Tu n'as pas rêvé, Jack, tu l'as construit. » Il embrassa le sommet de sa tête et murmura « Nous l'avons construit. » Dehors, les habitants du village commençaient à arriver. Certains apportaient des tartes et des plats, d'autres des pinceaux, des chaises en bois ou simplement leur cœur. La vieille grange qui abritait autrefois des outils rouillés et des souvenirs brisés se dressait désormais fièrement, fraîchement repeinte en blanc, avec une enseigne sculptée à la main au-dessus des portes, là où de nouvelles racines poussaient. Le sanctuaire était officiellement ouvert. Il n'était pas grand, juste quelques chambres, une cuisine commune, une salle de musique aménagée dans l'ancienne cour et un porche qui l'entourait comme une étreinte chaleureuse. Mais c'était suffisant, assez pour être un nouveau départ pour quelqu'un d'autre. Alors que les invités se rassemblaient pour la cérémonie d'ouverture, Jack se tenait à l'avant, avec Ellie et les enfants derrière lui. Il s'éclaircit la gorge et tapota le micro, installé sur des haut-parleurs, empruntés au lycée de la ville. Avant, je pensais que cet endroit était celui où ma vie s'était arrêtée. Il commença d'une voix ferme. Après avoir perdu ma femme, j'ai tout fermé. Je pensais que le deuil était une preuve de loyauté, que passer à autre chose était une trahison. Il fit une pause, cherchant le regard d'Ellie, mais j'avais tort. Le chagrin n'est pas un endroit où vivre. C'est une route que l'on emprunte vers quelque chose de nouveau. Le vent se leva, faisant doucement bruisser les rubans attachés à la clôture. Les invités se tinrent silencieux, écoutant. Ce sanctuaire n'est pas seulement destiné aux familles qui ont perdu leur chemin, poursuivit Jack. Il est destiné à tous ceux qui ont besoin de se rappeler que l'amour, le véritable amour, n'est pas quelque chose que l'on enterre, mais quelque chose que l'on plante. Un murmure d'émotion parcourut la foule. Jack recula et Ellie s'avança pour terminer. « J'ai lu un proverbe un jour, dit-elle doucement. Une maison qui rit est une maison qui guérit. » Elle sourit en se tournant vers la maison derrière eux. Cette maison rit à nouveau. Des applaudissements s'élevèrent, pas du genre tonitruant, mais plutôt comme une rivière qui dégèle après un long hiver. Ce soir-là, après le départ de la foule et l'apparition des étoiles, Jack s'assit sur les marches devant la maison avec Théo. Son fils était venu d'Oregon, juste à temps pour l'inauguration. Même si les années l'avaient mûri, Jack voyait encore en lui le petit garçon qui construisait des épées en bois dans le jardin et qui avait pleuré le jour où le chien s'était enfui. Théo tendit une tasse de café à Jack et fit teinter sa tasse contre celle de son père. « Tu as fait quelque chose d'important ici, papa. » Jack rit. « J'ai juste dit oui quand personne d'autre ne voulait le faire. C'est la plus grande chose que tu puisses faire, » répondit Théo. « Dire oui quand ça fait peur. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Puis, Théo se tourna vers lui. Alors, qu'allait-il faire maintenant? Ils contemplèrent le paysage, le sanctuaire brillant doucement derrière eux, les rires des enfants s'estompant peu à peu pour laisser place aux histoires et aux doux mots d'amour. Jack dit alors, « Maintenant, nous allons faire en sorte que cette maison ne cesse jamais de rire. » Plus tard dans la soirée, Ellie trouva Jack à l'étage, dans l'ancienne chambre principale. Il était en train de ranger des cartons, des dons pour la prochaine famille qui allait venir séjourner chez eux. Elle entra doucement dans la pièce et l'enlaça par derrière. Il était un peu fatigué, admit-il, mais c'est une bonne fatigue. Elle posa sa joue contre son dos. « Tu te souviens de la première nuit où nous nous sommes rencontrés? Tu avais l'air d'un homme qui portait une montagne. » Jack se tourna vers elle. « Et tu avais l'air de quelqu'un qui avait été laissé trop longtemps, dehors sous la tempête. » Elle rit. « Nous étions tous les deux brisés. Mais Nutty, nous n'étions pas finis, dit-il. Leur baiser était doux, familier, pas le genre qui marque le début d'une histoire, mais celui qui dit « Nous avons réussi ».
En bas, le vent soufflait à travers les fenêtres ouvertes, soulevant les bords de la banderole de bienvenue que les enfants avaient peinte. Elle flottait doucement, puis s'immobilisa, non pas dans le silence, mais dans la paix que l'on ressent lorsqu'une maison redevient un foyer, les moments où la douleur se transforme en motivation, les moments où un simple geste de gentillesse devient un héritage. Et parfois, il suffit d'ouvrir une porte, d'un simple geste de gentillesse, pour se rappeler ce que signifie appartenir à un endroit, pas seulement à une maison, mais les uns aux autres. Cette histoire vous a-t-elle touché? Nous aimerions connaître votre avis. Où dans le monde êtes-vous aujourd'hui? Savoir jusqu'où ces histoires peuvent voyager est plus important que vous ne pouvez l'imaginer. Et si vous souhaitez partager des moments comme ceux-ci, des histoires remplies d'amour, d'espoir et de petits miracles, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Nous vous remercions sincèrement d'avoir passé ce moment avec nous. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.